Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. Quand on est salarié d'une boîte qu'on reprend, il faut avoir aussi la patience de se dire ça va pas changer tout de suite, ça va changer en fait au bout de 12 mois ou 24 mois, 1 an ou 2 ans pour la stabilité de l'organisation. On n'est pas obligé d'être en interne dans l'écosystème pour pouvoir en fait reprendre. Quand on est salarié dans une entreprise et en fait qu'on veut reprendre, c'est que en fait c'est comme n'importe quel dirigeant, on a la tête dans le guidon. Et le risque c'est ça, c'est de ne pas voir les failles. Et entrepreneur dirigeant, on est face à une solitude quand même des décisions. D'accord ? Et ça c'est un mindset qu'il faut avoir quand on passe de salarié à entrepreneur. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Khadija Sabri, expert comptable, stratège, conférencière et dirigeante d'Infinity Conseil et Expertise. Khadija accompagne dirigeants et dirigeantes, créateurs et repreneurs en transformant leurs chiffres en véritable levier de croissance et de liberté. Elle sécurise l'entreprise et patrimoine grâce à une vision stratégique 360 et une expertise unique en France et au Maroc. Approche sur mesure, pédagogie et humanité, Khadija est une véritable copilote stratégique bien au-delà des bilans. Écoute Khadija, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi et merci pour l'invitation. Écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. J'ai souhaité ta participation au podcast Place à l'expert comptable pour nous éclairer sur les étapes d'une reprise d'entreprise et nous partager ton expérience sur ce parcours parfois complexe. Reprendre une entreprise, c'est bien plus qu'une transaction financière, c'est avant tout un projet stratégique qui demande préparation, vision et accompagnement. Quelles sont les erreurs à éviter et surtout quels sont les leviers pour sécuriser et réussir ce type de projet? Reprendre une entreprise, c'est hériter d'un historique, d'une équipe, de clients, mais aussi de ses défis et parfois de ses fragilités. Avec 185 000 entreprises à reprendre chaque année en France, c'est quand même pas mal quand même, dont beaucoup dans des secteurs stratégiques, comment le dirigeant peut-il évaluer les risques et saisir les bonnes opportunités? Quels sont les profils des repreneurs les mieux armés? Et comment l'expert comptable, et c'est là tout l'intérêt de ce podcast Place à l'expert comptable, comment l'expert comptable peut-il les accompagner à chaque étape? L'objectif de cet épisode est de nous donner, nous, dirigeants et futurs repreneurs, les clés pour réussir une reprise. Du diagnostic initial aux stratégies de management post-reprise, en passant par la négociation du prix d'achat et les bonnes pratiques en termes de communication interne et externe. Comme tu l'as compris, Khadija, nous avons besoin de tes conseils d'expert comptable. Comment tu souhaites aborder cet épisode? Avec plaisir, Rudy, merci beaucoup. Alors, comment je peux l'aborder? Et comme on avait déjà échangé, le mieux c'est d'éclairer tout le monde sur les clés vraiment de la réussite de la reprise d'entreprise, telle que je l'ai vécue, telle que je le fais vivre avec mes clients. Et ce que je peux vous proposer, c'est qu'on parle en fait dans un premier temps du mindset du repreneur. Parce que il faut le savoir, en fait, comme un mindset de créateur, il faut un mindset aussi de repreneur. On va parler aussi des critères de choix pour trouver la bonne entreprise et aussi que choisir. Parce que d'accord, il y a les critères de choix, mais
comment les choisir, c'est quoi les avantages, c'est quoi les défis de la reprise. Et après, je vous parlerai des premiers pas. Donc, par où commencer, vraiment avec des cas pratiques. Je vais vous donner en fait les étapes, mais aussi des cas pratiques issus de mon expérience et des expériences de mes clients pour voir aussi, donc il y a les premiers pas, mais il y a aussi les encours de la reprise, quelle stratégie mettre en place, de management, de communication. Et on finirait par conclure sur les clés du succès pour une reprise réussie, pour que tout se passe bien. Alors le avant, le pendant et le après, pour que ça soit le plus fluide possible et le plus, j'allais dire, pratico-pratique pour une reprise réussie. Excellent. Ah, ça me semble un très bel épisode, ouais. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce sujet, dans cet épisode, c'est que toi, comme tu l'as indiqué en amont, tu as repris un cabinet. Donc, tu as ce parcours, tu as cette expérience-là, en fait. Donc, ça va être intéressant, en fait, de le partager aussi, en fait, aussi bien tes clients que tu accompagnes, mais aussi, en fait, toi, sur les experts comptables qui nous écoutent et puis sur les dirigeants, à voir aussi ces deux facettes, tu vois. Ça va être hyper intéressant, quoi. Ah, tout à fait. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on vit les choses soi-même, ben, on peut en parler parce que c'est du pur vécu, que ce soit, comme tu dis, les erreurs à éviter et le mindset à avoir et les étapes à avoir. Ça, c'est très intéressant. Donc, si j'ai bien compris, on est sur 6 étapes et le première étape, c'est le mindset du repreneur. Il faut avoir un mindset différent d'un créateur. Alors, donc en fait, si tu veux, si je peux rebondir, oui, un mindset de repreneur, il est différent d'un mindset créateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mindset créateur, il a une idée, il a senti le besoin et il va y aller en fait en créant son entreprise en fonction de lui. C'est le mindset créatif, j'allais dire, et il va créer une nouvelle entreprise qui va partir de zéro. Donc zéro client, zéro salarié, zéro finance, etc. Un mindset repreneur, il est différent dans le sens où il va partir d'un existant déjà. Donc, il faut qu'il ait en fait ce mindset à la fois accélérateur de ce qui est existant pour pouvoir en fait de voir en fait le potentiel de ce qu'il va reprendre. Si je peux me permettre. J'allais dire, il est un petit peu au-dessus de la création, c'est que il va en fait avoir un mindset qui va lui permettre de se dire, d'accord, j'ai un existant, comment en fait le valoriser et comment en fait aller au-delà de cet existant pour pouvoir créer ce qu'il a envie de créer par rapport à la clientèle, par rapport au process, par rapport à l'offre et par rapport à l'historique aussi de ce qu'il a comme entreprise. Est-ce que en termes de caractère, de personnalité, c'est plus rassurant d'aller chercher une reprise parce qu'il y a déjà un antécédent, il y a déjà un flux, comme tu dis, il y a des clients, il y a peut-être des collaborateurs, il y a des partenaires. Est-ce que c'est plus rassurant de partir de zéro si on crée? Ah oui, tout à fait. Par exemple, si on est dans un métier qui est déjà prêt, par exemple, de mon expérience, je suis salariée, j'étais salariée du cabinet où j'étais. Je voulais être expert comptable, j'ai été expert comptable. Ce qui est rassurant pour moi dans la reprise, c'est que il y a déjà un existant, il y a déjà un terreau de clientèle, de process, d'équipe. Et en fait, l'idée étant, moi, ça m'a rassurée dans l'idée de dire, j'ai déjà en fait quelque chose où je peux en fait modeler par la suite et je peux le faire avec ce que j'ai envie de faire. En fait, le mindset aussi, ce que je peux dire aussi en plus, c'est un mindset aussi patience et lucidité sur la transition. C'est-à-dire que quand on est salarié d'une boîte qu'on reprend, il faut avoir aussi la patience de se dire ça va pas changer tout de suite, ça va changer en fait au bout de 12 mois ou 24 mois, 1 an ou 2 ans pour la stabilité de l'organisation. Même dans un mindset que quelqu'un qui est de l'extérieur, qui vient et qui regarde en fait ça, certes c'est rassurant, il est dans le métier et il va travailler en fait cette entreprise-là. Il faut qu'il ait aussi le mindset, j'allais dire patience, lucidité comme je l'ai dit, un mindset visionnaire aussi, parce qu'on part d'un postulat, d'un constat, d'un historique pour pouvoir en fait l'amener à quelque chose d'autre. Et j'allais dire si je rajouterais aussi un leadership naturel pour prendre en fait la mesure de tout cet existant et de le remettre avec une vision et de le transformer en quelque sorte. Ok, ouais. Est-ce que ce repreneur doit être déjà dans l'écosystème de la boîte qui va reprendre ou pas forcément? Alors,
Bah, là, en fait, c'est la transition parfaite, j'allais dire, entre mindset et le critère de choix. J'allais dire, c'est que, en fait, non, on n'est pas obligé d'être en interne dans l'écosystème pour pouvoir, en fait, reprendre. Moi, dans mon cas, j'étais dans l'écosystème et je connaissais, en fait, les tenants et aboutissants du cabinet où j'exerçais. J'ai accompagné aussi des clients dans la reprise où, alors, ils s'approchaient du métier où ils n'avaient rien à voir avec le métier. Comme, par exemple, des enfants qui ont repris une entreprise existante où eux, en fait, ils étaient 3. Eux, ils avaient, en fait, chacun, en fait, un parcours universitaire différent de l'entreprise. C'était une entreprise de l'entreprise menuiserie. Mais, en fait, à un moment donné, quand la reprise familiale ou la transmission familiale était sur le terrain de jeu des discussions familiales, bah, les 3 enfants, ils se sont en fait approchés pour dire bah d'accord, si on reprend, qui fait quoi en fonction de leur propre profil. Certes, ils étaient comme tu as dit, dans l'écosystème et de façon beaucoup plus, j'allais dire, familiale avec le retour d'expérience des parents, mais ils n'étaient pas à l'intérieur de l'entreprise. Et le critère de choix aussi, il permet de dire ça. Est-ce que en fait, il y a la possibilité de rentrer même un petit peu dans l'écosystème d'entreprise pour voir le cœur de l'entreprise, comment il bat, j'allais dire. Ouais, comment comprendre. Exactement. Ça fait aussi en fait partie, j'allais dire, du mindset ou du profil de repreneur dans le critère de choix de la bonne entreprise, c'est de se dire, je suis à l'extérieur, comment je peux faire pour me rapprocher de cette entreprise et de rentrer dans son écosystème. Si c'est possible, parce que après on est, j'allais dire, dans nos discussions, on a échangé sur par exemple des repreneurs qui n'ont rien à voir. En fait, ils étaient dans la tech, mais ils n'ont rien à voir avec le métier de service. Le tout, c'est de voir en fait, je vais parler humain, je vais parler vibration, de comment en fait on vibre par rapport à cette reprise et comment en fait on est dans cette sensation de repreneur, si on le sent ou on le sent pas. Donc l'écosystème, il est là. Si on n'est pas dedans, moi ce que je conseille, c'est que il faut rentrer au-delà de la vibration, au-delà de l'intérêt, au-delà en fait de comment en fait on sent la reprise. Il faut rentrer dans l'écosystème pour le voir au cœur de ça. Donc on a parlé de reprise, repreneur interne, de repreneur transmission familiale. Donc qui est dans l'écosystème sans être dans l'écosystème. Ça c'est hyper intéressant parce que tu vois, je rebondis sur chaque année en fait, l'Ordre des experts comptables de l'Occitanie organise un événement, ça s'appelle EcoZoom. Et donc pendant 2 heures, tu vas avoir 2 entrepreneurs qui ont repris la boîte de leurs parents, mais depuis 3 voire 4 générations. Et là, je pense qu'en avis, en termes d'émotion, ça doit être au maximum, non? Quand le petit-fils, l'arrière-petit-fils reprend la boîte de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère, je pense qu'en termes d'état, même, on peut même plus parler d'état d'esprit, je pense. En termes d'émotion, à mon avis, là, on est au maximum. Comment, en fait, ça se gère? Parce que je pense qu'il doit y avoir une pression monstrueuse, non? Tu l'as dit, c'est un état d'esprit, c'est au-delà d'un état d'esprit, c'est tout un écosystème familial maintenant. On parle plus que de pro, c'est de la famille. Tu parles de troisième génération, quatrième génération. Là, c'est tout bonnement, en fait, c'est le patrimoine familial, c'est de l'héritage. Et ça, c'est une pression encore plus que si c'est juste simplement de l'immobilier. Alors, ce que j'ai remarqué dans mes accompagnements, tu sais, par rapport à l'exemple type des 3 enfants qui reprennent, c'est la première génération. La pression était de se dire, et là, en fait, on fait le ping-pong sur le mindset, c'est est-ce que je vais faire mieux? Est-ce que je peux au moins stabiliser la boîte? On prend en fait sur le dos, et ça c'est rien que de le dire, la charge de se dire, je dois perdurer en fait cette transmission familiale. Ça devient une pression, comme tu dis, et c'est là où le mindset de repreneur, avec la lucidité et la patience, de prendre en fait de la hauteur en leadership naturel et de se dire, d'accord, mes parents ou mes grands-parents, ils ont fait ça. Ok. Est-ce que je prends de la hauteur et je m'implique émotionnellement parlant? Certes, ça l'est d'office,
mais prendre de la hauteur et de le voir professionnellement parlant. Je viens avec mon identité, avec mon parcours, avec mon vécu, par rapport à quelque chose qui vient en fait de première, deuxième, troisième génération. Aujourd'hui, moi, je viens avec ça. Qu'est-ce que je peux apporter? C'est toujours en fait, j'analyse l'existant et je me dis moi, qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, à la différence d'une reprise normale, que ce soit interne ou externe, il y a toute la famille qui est dans la concertation. Il y a toute la famille qui est dans la stratégie. Et il y a tout un, j'allais dire, coaching humain et consultation humaine stratégique pour se dire, voilà, vous avez fait ça. On vous remercie pour l'avoir fait. Je vous propose d'aller dans cette vision, dans cette stratégie-là. Et là, en fait, devient très intéressant de voir, en fait, j'allais dire, je vais employer un mot, mais c'est pas vraiment, j'allais dire, c'est pas critique, ça devient le choc de génération, mais dans le bon sens comme dans Dans le le bon mauvais sens. sens. Je Tu vois ce comprends. que je veux dire? Et c'est là, en fait, c'est hyper intéressant de voir en fait ce choc culturel, ce choc générationnel, et c'est hyper intéressant de trouver en fait un canal de communication commun pour se dire c'est quoi l'intention commune. L'intention commune, c'est toujours faire perdurer la transmission familiale et faire perdurer le patrimoine. Là, quand on fait ça, déjà, on est sur la bonne voie parce que c'est un intérêt commun. Mais c'est bonne raille. Voilà, exactement. C'est la première des choses. La En deuxième, fait, c'est pas un intérêt personnel, c'est un intérêt en fait de l'entreprise. exactement. En fait, on va penser aux arrière-grands-parents, parents, fils et petits-fils derrière, d'accord? C'est exactement ce qui est. Donc là, en fait, quand on voit une vision et une intention commune, on passe à l'étape supérieure et on se dit, voilà l'existant, c'est très bien. Comment on peut faire avec les enfants qui viennent avec leur parcours, leur vécu, comme je t'ai dit, qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que au bout d'un an, 2 ans, on va en fait fonctionner comme avant avec un petit plus? Et là, on va prioriser les stratégies. On va se mettre d'accord d'abord sur le quoi et le comment par rapport à la vision commune, par rapport à la mission de l'entreprise, et on vient en fait step by step inclure en fait l'apport en fait de l'enfant qui transmet, et aussi avec l'accord aussi des parents, etc., pour créer en fait une espèce d'engouement en fait familial commun sur la durée, et en pensant à la future génération, de dire de leur apporter en fait aussi cette bonne expérience transmission familiale pour qu'ils soient aussi encouragés à transmettre, à reprendre derrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ce qui était intéressant dans le parcours qu'on a pu rencontrer, c'est que les parents n'ont jamais forcé les enfants, tu vois, à reprendre. D'ailleurs, ils sont partis et souvent ils ont repris bien plus tard. Tu vois, ils avaient, allez, on va dire entre 35 et 40 ans. Donc, ils ont déjà eu un parcours dans d'autres sociétés. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont dit, tu sais, après, on travaille sur le why, sur le pourquoi, sur le sens, etc. Ils se sont dit, j'ai envie de repartir en fait à mes racines. Et ces personnes ont repris la boîte de leur arrière-grands-parents. Et le but après, c'est d'aller chercher la suite, quoi. Donc c'est intéressant. Ouais. Ah, c'est top, ouais. Voilà, franchement, c'est très intéressant. Alors, ce que j'aimerais en fait parler, c'est aussi la reprise d'externe, d'un entrepreneur externe qui n'a rien à voir en fait avec la famille ou avec le secteur, avec tout. Lui, en fait, dans son critère d'approchement, en fait, j'allais dire de la bonne entreprise, il va plutôt en fait être pas dans l'émotion, mais aussi dans la rationalité, c'est-à-dire que il va aller chercher le secteur de croissance, en service, en santé, en tech, transition énergétique. Là, c'est vraiment des profils de repreneurs externes. Ça va être plutôt des repreneurs. Alors, ce que je côtoie, c'est beaucoup plus un profil investisseur qu'un profil en fait qui va aller chercher en fait quelque chose j'allais dire d'émotionnel ou d'attachement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va être beaucoup plus un profil investisseur. Lui, tu vois, son critère de choix, ou elle, parce que j'ai aussi des femmes qui reprennent, ça va être le secteur de croissance, là où il y a la croissance. Beaucoup là en ce moment transition énergétique. Ça va être le potentiel humain.
l'équipe qui est stable, j'allais dire les moyens techniques et humains, et il va surtout être très alerte sur les risques, les dettes, est-ce qu'il y a des emprunts, pas des emprunts, la solvabilité des clients, l'incompatibilité avec des valeurs du cédant ou de l'équipe. Et il va plus être dans cette approche par les risques que cette approche par les opportunités et le profil, j'allais dire émotionnel comme on l'a avec un repreneur interne salarié ou de la transmission familiale. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que je ressens beaucoup dans ce que je côtoie comme profil. D'accord, intéressant, ouais. Ok, ouais. Donc là, en fait, on a vu deux types de profils. On a d'un côté, en fait, comme tu le disais, les entrepreneurs externes, et puis on va avoir le cercle familial, mais on peut aussi avoir des salariés qui souhaitent reprendre la boîte. Tout à fait. Bah, l'exemple type, c'est le mien. J'allais dire, moi, j'étais salarié et j'ai repris en fait le cabinet où j'exerçais. Donc oui, et il y a des salariés qui reprennent. Ça se prépare ça en amont ou pas? Ou ça se fait comme ça Ah, par... bien Ouais, évidemment. ça se prépare en amont, ouais. Hmm. Ça se prépare en amont. Alors le risque de quand on est salarié dans une entreprise et en fait qu'on veut reprendre, c'est que en fait c'est comme n'importe quel dirigeant, on a la tête dans le guidon. Et le risque c'est ça, c'est de ne pas voir les failles. Il faut avoir en fait ce mindset de dire et la posture de se relever, de changer en fait de posture et de vision de salarié à une vision demain entrepreneur dirigeant. C'est là en fait où ça se joue, c'est de se dire je prends de la hauteur sur l'entreprise où j'ai travaillé pratiquement. Là moi j'étais salarié depuis 2007 et j'ai repris en 2020, donc 13 ans, de se relever et de se dire là demain, là moi c'était 1er juillet 2020, au 30 juin 2020 je suis salarié, au 1er juillet 2020 qu'est-ce qui change? En fait quand on travaille là-dessus, c'est on travaille la posture de changer de vision de salarié à entrepreneur. Parce que le lendemain, tu es seul à la manette ou tu es seul à la manette, qu'est-ce que tu ferais en tant que dirigeant entrepreneur? D'accord? Ça, c'est pour changer le mindset et le critère. Maintenant, tu prends de la hauteur et tu te dis, OK, j'analyse tout ce que j'ai fait dans cette entreprise, mais avec une autre vue, c'est pas la vision de salarié, c'est la vision entrepreneur. Et c'est là où on va aller chercher le profil de l'entrepreneur externe, d'en profiter et de se dire, OK, j'ai jamais vu les risques, j'ai jamais vu les solvabilités, j'ai jamais vu ceci, cela, mais maintenant je vais aller m'atteler à ça. C'est qui l'équipe qui est à côté de moi? Ça ne sera plus mes collègues, ça sera mes salariés demain. Comment ça se passe? Parce que, comment dire, quelqu'un qui était avec toi pendant 13 ans en tant que salarié, c'était un collègue, tu vois. Demain, tu passes dirigeant de la boîte. Est-ce que la relation n'est plus la même? Est-ce que la façon d'échanger n'est plus la même? Est-ce qu'il y a une discussion en amont? Il y a peut-être des jalousies, je ne sais pas. Tu vois, c'est intéressant, cette partie-là. Tu as tout à fait raison. Alors, il faut se dire que, et on le dit souvent, quand on est entrepreneur dirigeant, on est face à une solitude quand même des décisions. D'accord? Et ça, c'est un mindset qu'il faut avoir quand on passe de salarié à entrepreneur. Pour te le dire, en fait, pratico-pratique, ce que j'ai vécu, c'est que quand tu passes de collègue à dirigeant, tu passes en tant que patron, en tant qu'employeur, celui qui signe les contrats et celui qui donne le salaire. C'est pas la même chose. C'est que à un moment donné, tu as une responsabilité aussi de faire perdurer cette entreprise pour pouvoir en fait, j'allais dire, aussi perdurer la situation des salariés. Ça, c'est un point. Moi, je l'ai vécu en tant que responsabilité, pour te dire, tu vois. Et quand tu as cette responsabilité-là, tu ne peux que te poser la question, est-ce que mon entreprise est rentable? Et comment je peux la faire? Et comment je peux au moins la stabiliser, voire même assurer la croissance? Et quand tu fais ça, le triptyque, c'est toi, client, capital humain. Et le capital humain, c'est tes anciens collaborateurs. Tu connais leurs failles et tu connais leurs forces et leurs faiblesses. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est un audit, j'allais dire, humain. Que dès le départ, moi, ce que j'ai fait, c'est avant même de reprendre, j'ai fait un entretien individuel avec chaque collaborateur. D'accord? Pour me placer moi en tant que posture dirigeante, et c'est ce que je conseille mes clients aussi, de posture dirigeante, c'est moi qui conduis l'entretien, c'est pas l'ancien boss. Et ça crée, alors, pas cette barrière, mais cette posture-là.
Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'on n'est plus en fait collègues. D'accord? On peut très Ce bien. nouveau rôle. Voilà, c'est pas le même rôle. C'est pas pour autant qu'on arrête les blagues ou qu'on arrête les cafés du matin, etc. Mais c'est une question de posture pour dire demain, je suis ton boss, donc je suis ton dirigeant, c'est moi qui va gérer la vision et j'ai besoin de t'embarquer. Et cet entretien individuel, comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu en forme de, j'allais dire, d'échange formel de futur dirigeant à un futur collaborateur ou salarié. Et on a analysé, on a analysé les attentes. On a identifié quels freins aussi ça peut le faire parce que tu disais très très bien, il y a des formes de jalousie, il y a des formes de ça, d'obstacles aussi, parce que c'est à ce moment-là où tu vas répondre à des obstacles pour qu'il y ait plus d'objections derrière. Et après, tu prendras la décision de continuer avec cette équipe ou pas. Et même aussi, ces collègues qui te voient encore collègue, mais qui ne pourront pas te voir comme étant dirigeant, peuvent aussi se rendre compte de dire j'y vais, je suis embarqué, j'aime le projet et j'aime la vision, je suis embarqué ou pas. Et en fait, c'est une phase un peu transition de se dire on parle souvent en fait de cohérence ou d'adéquation projet et créateur ou repreneur, mais on parle aussi projet dirigeant et salarié. L'adéquation dans la vision, dans les attentes, dans les besoins, parce que tu remplaces quelque chose d'avant et tu n'es plus en fait la même personne et tu seras jamais la même personne après. Il faut s'assurer aussi de cet audit humain, de se dire comment je peux coïncider les adéquations, enlever les obstacles, enlever les objections et soit partir avec une nouvelle équipe qui va porter la vision, soit se délester de quelques éléments qui peuvent être où il n'y a pas d'adéquation dans la vision. Ça peut vraiment en fait, pour moi, ça m'a permis énormément d'éviter toutes les erreurs de casting derrière et d'ajuster aussi l'organigramme avec qui je veux embarquer dans la nouvelle en fait aventure. D'accord, je comprends. Je comprends que le côté humain sur cette partie reprise, elle est quand même hyper importante, que ce soit familial, que ce soit si tu étais salarié, tu passes dirigeant ou que ce soit en externe. C'est une partie qu'il faut vraiment prendre en compte. Et c'est vrai que l'humain, je vais pas être méchant, mais c'est la partie la plus compliquée à gérer quand même. C'est de la psychologie, c'est de l'émotionnel. Donc c'est la partie la plus compliquée à gérer. Donc ça prend, comment dire, vraiment de manière importante. Et j'ai bien aimé ton système de triptyque, il résonne beaucoup aussi en moi. Moi, j'ai une question à te poser sur cette partie trouver la bonne entreprise. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des petits tips, des petites astuces pour évaluer les risques, tu vois, au niveau des dettes cachées, tu vois, des choses que on se dirait, au premier abord, il y a l'émotionnel peut-être qui peut parler, mais à un moment, il faut être rationnel. Concrètement, en fait, et peut-être qu'il y a des trucs, tu vois, comme quand tu achètes une maison, des moments, il y a des vices cachés, tu vois, et les propriétaires, ils vont pas forcément peut-être le dire, tiens, il y a un petit défaut là, mais etc. Qu'est-ce que toi, en tant qu'expert comptable, quel est le rôle à jouer sur ça, en fait? Je commencerai d'abord par la première des choses et que je dis souvent à mes clients qui reprennent des sociétés, soyez patient et lucide. En fait, le projet, il peut paraître hyper important et hyper flatteur et très intéressant et avec une opportunité en or. Ça peut paraître. Mais en fait, l'idée étant, c'est de dire, d'accord, j'entends que il y a cette émotion, cet engouement, cet effet opportunité, ok, mais je te demande simplement d'être patient et qu'on évalue les risques. Et en fait, parmi les pistes qui peuvent être très très bien en fait là-dessus, c'est vraiment en fait de parler dirigeant à dirigeant, le cédant. Tu vois ce que je veux dire? Déjà dans un premier temps, il y a des échanges à faire. Et moi, ce que je conseille souvent à mes clients, c'est d'aller sur place, le voir. Quand c'est possible de le faire dans le process en fait de reprise, on veut peut-être pas tout le temps en fait le déclarer. Le cédant, ils peuvent pas tout le temps le déclarer, ce que je conçois, mais de le faire en fait dans l'entreprise, voir et sentir en fait vraiment à l'intérieur. Ça, c'est le côté émotionnel pour que on puisse être rassuré, oui ou non. Dans le côté pratico-pratique rationnel, il y a les fameux bilans. Ça, c'est sûr et certain. Les bilans, les analyser vraiment bien comme il faut, rencontrer l'équipe, faire un point avec eux. Ça, c'est hyper important pour voir un petit peu ce que ça donne et rencontrer quelques clients pour voir aussi leur ressenti.
D'accord? Il y a la partie financière, il y a la partie humaine et il y a la partie client aussi. Et en fait, si tu veux, moi, je dis souvent que quand on est repreneur et qu'on veut reprendre, l'acquéreur, quand il a en fait une résistance à cette démarche-là, c'est qu'il y a quelque chose à ressentir ou à éviter et à les creuser. Et le maître mot, c'est la patience. Un projet de reprise ne peut se faire que si on est vraiment patient dans l'affaire, parce que j'ai déjà vu des reprises où les clients ils sont allés très très vite, où ils se sont, j'allais dire, je suis désolée du mot, mais se casser la figure. C'est une expérience, c'est un choix, mais pour éviter en fait ça, c'est vraiment en amont prendre le temps vraiment d'analyser le tout. D'accord? Parce que des fois, par exemple, moi, l'exemple en fait où une reprise a été a échoué, c'est que on a, bah, le chef d'entreprise, il n'a pas pris le temps de voir en fait les clients, de les analyser, et il y avait en fait une forte dépendance d'un client très, 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 très important. Et ça, c'était, bah, for forcément, c'est le chiffre d'affaires, il est immense et cetera, il y a pas eu en fait se creuser, j'allais dire, se creuser le ménage pour dire: «C'est qui ce hyper chiffre d'affaires?» Et c'était un client trop dépendant et qui dépendait en fait de l'intuitif personné de l'ancien dirigeant. Et c'est un facteur risque hyper important qu'il faut pas négliger. Ah, c'est clair. C'est ce que j'allais dire sur ça justement. C'est bon, imagine tu prends le cas où il a donc multitude de clients. Il n'a pas forcément un gros client plus qu'un autre, mais par contre, on se rend compte au travers de ces petits tours de rendez-vous auprès des clients que le dirigeant actuel, il a une forte, c'est pas le bon terme, emprise, mais il a une forte, comment dire, notoriété, Présence. présence auprès de ses clients. Comment tu gères ça en fait? Tu dis est-ce que je vais réussir à faire le switch ou est-ce que tu te rends compte que tu vois moi j'ai dans ma tête comment dire un dirigeant malheureusement il est décédé mais tu vois il est mort mais en plus il est mort je crois dans son entreprise à 75 ans et en fait il a de 15 ans jusqu'à 75 ans il a bossé toute sa vie, c'était toute sa vie la boîte hein. Il a monté une très belle boîte comment dire dans l'est de la France. Ma question c'est plus personne ne pouvait prendre cette boîte sauf ses enfants en fait, tu vois. Parce qu'en fait, la force était tellement, en fait, il avait tellement en fait une aura que aucun, non, moi à mon niveau, je pense. Hein, après, je ne sais pas, tu vois, j'ai pas creusé le truc. Comment toi, si un dirigeant vient te voir en disant ouais, il y a une belle opportunité, par contre, je vais déceler ça, c'est quoi la stratégie à mettre en place sur ça? Bah, je te dirais mon exemple type, c'est que et l'exemple type d'un expert comptable, il est très proche de ses clients. Et c'est vrai, ouais. Et moi, en fait, le cabinet où je travaillais, il y avait un seul expert comptable et il avait une aura immense. Et les clients, c'est cet expert comptable-là, c'est Régis Gossard et pas quelqu'un d'autre. En fait, ma stratégie quand, bah, ce qu'on avait, que j'avais proposé, à Régis Gossard, c'est en 2015, je lui dis: «Voilà, j'ai le projet de reprendre, mais je reprendrai dans 5 ans». Alors 5 ans pour moi, c'est alors pour certains, c'était beaucoup, mais pour moi, c'était le temps nécessaire de d'apprendre en fait à prendre en fait le lead sur certains clients qui étaient proches de lui et de aussi en même temps, moi me faire des clients qui me sont propres à moi. D'accord? Et en fait, c'était cette transition-là qui a permis, en fait, à la fois que lui il me présente à ses clients et que moi comme numéro 2 et que moi, en fait, j'accompagne ses clients avec lui pour qu'ils puissent aussi, en fait, s'attacher à moi. Et c'est exactement ce que je propose à mes clients de repreneurs. Alors que ça soit dans le milieu familial ou qu'on connaît, ou que ça soit des salariés qu'on connaît, ou que ça soit extérieur, c'est toujours, toujours prévoir 1 an, voire même 2 ans d'un accompagnement l'ancien dirigeant avec le nouveau dirigeant pour pouvoir alors, il n'y a pas que les clients, il y a aussi les salariés. Quand on vient de l'extérieur, on connaît pas, il y a un certain en fait, j'allais dire adéquation aussi avec les salariés, mais surtout avec les clients et surtout dans des métiers où l'intuitif personné, il est très important, bah, comme les experts comptables, comme, les avocats, comme, par exemple, bah, l'entreprise que tu as citée, où c'est vraiment la présence du dirigeant, elle est très, très forte.
si c'est pas, en fait, j'allais dire, structuré à l'avance, avec des managers, etc. Mais quand c'est comme ça, une période d'accompagnement, pour moi, elle est indispensable, un minimum d'un an, mais vraiment minimum, parce que pour moi, un an, c'est peu, jusqu'à 2-3 ans d'accompagnement. Ça, c'est sûr et certain. Quand tu proposes ça donc à un dirigeant qui veut vendre son entreprise, mais qui dit moi je la vends, mais par contre moi en gros dans 3 mois je suis plus là, est-ce que tu sens qu'il y a un vice, ou tu te dis peut-être que c'est un choix de vie, il en a marre, il veut partir ailleurs, ou est-ce que tu te dis là ça sent mauvais quoi? Je l'ai vécu. Alors je l'ai vécu pour te dire, et en fait ce que j'ai ressenti, c'est que c'est plutôt, en fait, j'en ai marre, je veux partir, ou il y a des problèmes de santé. Mais en fait, on a réussi quand même à négocier 6 mois au lieu de 3 mois. Alors, c'est aussi, en fait, une approche par les risques pour dire, j'allais dire, si 3 mois il veut partir, etc. D'accord, c'est pour moi, en fait, dans le cas où je te dis c'était un problème de santé et il y en a marre. Dans un deuxième cadre, c'est que, en fait, on a vu aussi que c'était fort intuité personné aussi. C'est pareil. Maintenant, en fait, on n'a pas terminé la reprise parce que c'était pas serein pour mon client de partir dans cet état-là, parce qu'il voulait vraiment, en fait, un accompagnement 12 à 24 mois, parce qu'il se sentait pas capable de reprendre quelque chose qui est très fort intuité personné, et risquait, en fait, de perdre des gros clients très dépendants, en fait, de lui. Alors, pareil, on revient, on fait un bond en arrière de le mindset de repreneur. C'est que à quel moment ou à quel degré on est, en fait, on est prêt à perdre des clients avec la perte du cédant. Bien sûr, ça rentre aussi dans la négociation du prix de la reprise, hein. Mais oui. C'est quoi à peu près les pourcentages? À peu près, t'as des pourcentages sur ça, ou quand une boîte est rachetée Alors, j'ai pas de pourcentage parce que c'est vraiment au cas par cas? du qualitatif, quoi. C'est pas du quantitatif. Par contre, en pourcentage, on peut très bien, là, par exemple, dans cet état de figure, c'est que on a pris, en fait, la liste des clients, la base client, avec les dates d'entrée, en fait, dans cette entreprise-là, et le fort impact de l'entrepreneur. Ça reste toujours, tu vois, c'est du ressenti. Avec l'échange, ça se valorise pas. Pour autant, il y a, j'allais dire, on peut aller, tu vois, par exemple, par contre, c'est le cédant, c'est l'honnêteté du cédant qui va le dire, et qui va nous dire, bah, par exemple, ce client-là, je sais que si je suis pas là, bah, il va partir. Et donc là, en fait, on pourra dire, bah, c'est du 80%. Tu vois, de départ. D'autres, en fait, c'est en échange, c'est de se dire, bah, ce client-là, j'ai pas d'attache personnelle, etc. Il va rester s'il y a la bonne entente, s'il y a la bonne relation client. Et ça nous permet, en fait, avec une base de données, base de clients, de se dire, bah voilà, comme il y a des pourcentages, bah maintenant c'est plus, en fait, le chiffre d'affaires, il est pas à 100%, par exemple, je dis comme ça en cas pratique, c'est du 80 ou du 75. Pour te dire, moi, mon cas à moi, on est venu me chercher pour reprendre un cabinet dans le Nord. Je ne citerai pas le nom parce que c'est confidentiel. Et c'est pas le souci, c'est pas un souci, mais il y avait, en fait, un client qui avait beaucoup de sociétés dedans, où c'était vraiment, il représentait dans les 60% du chiffre d'affaires. Certes, j'ai vu le client et on a échangé, etc. Et pareil, en fait, l'ancien expert comptable, il devait partir parce que voilà, il y avait des problématiques, etc. Et donc j'avais pas, en fait, cette marge de manœuvre de se dire, est-ce que j'y vais pas. Et en fait, la négociation, c'était sur 100, 110. Bah moi j'ai dit, bah non, c'est 60%, parce que c'est pas possible, parce que moi c'est du quitte, c'est soit je gagne, soit je perds. Et en fait, on n'est pas allé plus loin, en fait, dans la démarche, parce que pour moi, c'était invraisemblable de prendre ça, parce que c'était trop dépendant, et il y avait pas cette marge de manœuvre d'accompagnement, et il y avait pas aussi cette marge de manœuvre de négociation à la baisse, compte tenu du risque. Tu vois, si je peux partager, en fait, ça. Et ça c'est vraiment, en fait, à la fois quantitatif, à la fois qualitatif, avec l'échange qu'on peut avoir. Ça, c'est intéressant quand même, tu vois. Sur cet épisode, sur la partie, on dit reprise d'entreprise, je pensais pas toute cette partie un peu plus complexe, de dire, bah, en fait, je développe une boîte. Voilà, moi, je la développe à ma manière pendant 30 ans.
Et puis à un moment, je veux la vendre. Mais en fait, si tu veux la vendre correctement, il faut pas que tes clients soient trop attachés à toi. Il faut pas que t'as un client qui soit trop important par rapport à l'autre. Sinon l'autre, il peut le mettre en avant pour la négociation. Et donc tout ça, en fait, je sais pas si toi tu accompagnes aussi les cédants. Tu accompagnes aussi les cédants ou pas? Oui, tout à fait. En fait, pour te dire, j'ai un cas très concret. On a fait l'entretien en fait du bilan récemment parce que moi, à chaque fois, en fait, c'est les objectifs. Alors, à 1 an, 2 ans, 5 ans, et son objectif dans 5 ans, c'est de vendre en fait la boîte. Sauf qu'il est très présent. C'est lui qui fait tout pratiquement. Et donc là, en fait, d'un échange, je lui dis, écoute, parce que je tutoie mes clients, je lui dis, écoute, là, c'est dans 5 ans, dans 3 à 5 ans, tu veux vendre. On va commencer dès maintenant à ce que tu te détaches un petit peu beaucoup plus de l'opérationnel, à ce qu'on puisse en fait te préparer pour la session et que tu sois pas omniprésent dans l'entreprise comme ça. Pareil, ça se prépare et ça se prépare largement en avance. 3 ans, c'est peu. 5 ans, c'est mieux. Parce qu'en fait, sortir un dirigeant de l'opérationnel, c'est pas du jour au lendemain. Réapprendre à ses clients de ne plus s'attacher à lui, de ne plus l'appeler, de ne plus en fait le voir comme la seule personne qui gère la relation client, c'est aussi ça s'apprend et ça se gère à préparer les clients. Et en fait c'est des étapes par étapes, comme j'ai fait avec mon ancien boss, mon ancien expert comptable et moi, on est arrivé à petit que les clients m'appellent moi plutôt que lui, que s'ils l'ont pas, ils savent très bien que moi je suis là. Et donc petit à petit en fait on a instaurer cette relation de dire je reprends le relais. Alors bien évidemment moi j'étais là. Donc c'est possible, mais par exemple pour le cas de mon client là, c'est vraiment en fait de se détacher de l'opérationnel petit à petit, de mettre en fait son équipe face aux clients et de leur apporter et les former aussi pour qu'ils puissent prendre plus de responsabilités, que déjà demain, dans 3 ou 4 ou 5 ans, quand il y a un repreneur extérieur ou même en interne, on a analysé, il y a pas de possibilité qu'en interne quelqu'un qui reprend, mais on voit que de l'extérieur. Et celui de l'extérieur, quand il va voir en fait que déjà l'équipe en place, elle maîtrise la relation client, elle maîtrise l'opérationnel, et que lui il reste dans la vision en fait au-dessus, voire même avec des gros clients, l'attachement avec des gros clients, et ça reste en les préparant aussi qu'il y a possibilité d'eux. Un repreneur extérieur, il serait mieux à même, j'allais dire, encouragé à reprendre la société que quelqu'un qui est totalement en fait impliqué. Et ça se prépare à l'avance. Ouais, ça c'est hyper intéressant, tu vois. Je ferme la parenthèse sur ça parce que c'est l'objet d'aujourd'hui, c'est plutôt la partie repreneur, mais j'ai bien aimé ton retour parce que je pense que tu vois ça pourra faire l'objet d'un épisode, tu vois. Comment vendre correctement une ta boîte, tu vois. Ça peut être pas mal ça. Merci pour l'info. Avec plaisir. Et si on revient en fait sur ce qu'on s'est dit, parce qu'on a parlé de l'étape les critères de choix. Donc ça en fait à mon avis c'est OK. Et si je peux juste résumer, c'est déjà en fait le profil de repreneur, et d'identifier les opportunités et aussi évaluer les risques, avoir une approche par les risques, alors que peu importe qu'on soit externe, parce que c'est le plus à même en fait de voir cette approche de risque, ou bien en transmission familiale ou entrepreneur. Et si tu veux, en fait, par rapport à cette synthèse, de dire, maintenant, d'accord, OK, il y a les critères de choix, mais que choisir? Qu'est-ce qu'on choisit, en fait, au final? Et si je peux, parce qu'on a déjà échangé sur les cas pratiques qu'on a vécu, je vous ai partagé, si je peux juste résumer sur, oui, d'accord, mais je choisis quoi? C'est d'avoir en fait, de reprendre en fait le cas que je vous ai partagé, c'est vraiment la base client existante. D'accord, on a repéré l'entreprise, la bonne entreprise, on a évalué les risques et les opportunités. Maintenant, on va rentrer plus en détail pour pouvoir choisir. Je choisis un existant. On est bien d'accord. Je choisis un existant, je choisis une base de clients existante. Je choisis une équipe existante. Et là où le choix, il va être pertinent, c'est-à-dire, tu vois, l'audit humain que j'ai dit tout à l'heure, c'est de se dire, je me base sur cette équipe, elle est viable, quelle décision je peux prendre, est-ce que je vais avoir à faire un recrutement, d'accord? Plus tard, je me délaisse d'un collaborateur ou d'un salarié, je dois recruter. Ça aussi, en fait, d'être agile là-dessus et de le voir. Et bien évidemment,
La question, c'est si parce qu'il y a souvent ça dans des boîtes, malheureusement, on se rend compte qu'il y a 10 personnes, et puis en fait, en 8, le job, il est fait, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, la question, c'est, tu vois, parce qu'il a 2, en fait, au bout du compte, peut-être ils sont là, pas forcément, il n'y a pas peut-être une bonne productivité, tu vois, en fait, il y a peut-être pas besoin d'eux, en fait. Et il y a peut-être là où, tu vois, une restructuration, en fait, de l'équipe à mettre en place. Et peut-être, c'est aussi une partie pas très agréable, mais qu'il faut faire, je pense. Exactement. Et en fait, c'est là où l'audit humain, il est très pertinent en comparaison, en fait, avec la base client, en comparaison avec l'existant, comme tu dis, la productivité. C'est ressentir, en fait, aussi la capacité de la personne à y aller, parce qu'en fait, quand on vient en repreneur, on a déjà une vision de l'entreprise et on a déjà une stratégie pour amener l'entreprise. Et l'audit humain permet en fait de conforter, j'allais dire, le repreneur en disant je peux compter sur cette personne parce que je sais ce qu'elle pourrait faire et ses compétences. Je connais aussi ses freins et ses attentes, mais je peux compter sur elle ou pas. Et c'est là où, en fait, où il y a des décisions à prendre au niveau productivité, au niveau de l'adéquation, en fait, équipe et dirigeant, au niveau de l'adéquation aussi de la vision derrière, avec cette ouverture d'esprit de dire, OK, je peux me délester d'un, je recrute quelqu'un qui est en face dans mon équipe. Et c'est là aussi où il y a une communication qu'il faut avoir, de se dire je viens pas pour tout changer, je viens pour améliorer. D'accord? Parce que attention, quand on reprend une équipe et quand on décide de pas poursuivre avec une personne, l'autre équipe l'équipe restante doit savoir le pourquoi, le comment. On doit être en mesure d'expliquer la vision et d'expliquer la stratégie qu'on est amené à faire. Amener en fait quelqu'un de nouveau, il y a aussi en fait cette partie aussi de préparer le nouveau à cette équipe-là. C'est comme si c'était une reprise dans la reprise, on va dire. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut vraiment l'aborder et la voir en fait en amont. Et tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est la productivité. Et qui dit productivité, il faut savoir aussi pour choisir l'entreprise, c'est la rentabilité possible. Parce que tu vois en fait la productivité, les clients, la base existante, la rentabilité possible. Déjà de voir la rentabilité existante si elle est ok et si elle est bien, parce que tu reprends une entreprise, d'accord, tu reprends un existant, mais tu vas pas. Après, oui, ça se décide, mais tu peux prendre en fait une entreprise qui est à la barre de la liquidation et que tu sais que tu peux avoir une rentabilité possible, comme tu peux prendre déjà une rentabilité existante et pouvoir en fait la scaler derrière, tu vois. Donc comme tu dis en fait, la triptyque c'est client, recrutement ou équipe et rentabilité possible dès la première année s'il le faut. Et si on parle de ça en fait et la deuxième ou le deuxième paramètre, ça c'est qu'on parle davantage de la reprise, mais le deuxième paramètre c'est aussi les risques à appréhender. Moi je dis souvent en fait le changement il se conduit. Il y a et on parle très très bien de conduite de changement. Tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure, il y a l'équipe existante, tu enlèves quelqu'un et tu ramènes quelqu'un d'autre. Il faut vraiment en fait avoir en fait cette aisance d'esprit de leader et de manager de dire comment je coordonne tout ça. Et il faut pas, pour moi, et si je peux faire le parallèle avec le mindset, il faut pas être rigide dans les méthodes existantes ou dans les méthodes futures. Il faut pas être rigide et il faut amener en fait son équipe et s'entourer de cette bonne équipe, de dire il faut pas qu'elle soit rigide aussi, il faut qu'elle soit ouverte d'esprit aussi à à des nouvelles méthodes et la conduite du changement. Et ça, pour moi, en fait, ça se pratique au fur et à mesure, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu reprends une boîte, donc t'as ces personnes en fait derrière ils sont habitués à leur quotidien, à faire de telle manière. Toi tu arrives avec peut-être une nouvelle approche, une nouvelle manière, et là en fait on a le choc des habitudes, hein, conduite du changement, et ça comment ça se gère? Est-ce que ça se prépare en amont, cette conduite du changement? Est-ce que tu prends des gens en externe qui vont des sortes de coachs ou je sais pas des consultants qui vont
aider en fait telle personne en fait à dire bah maintenant ça sera plus comme ça sera comme ça parce que on va changer notre outil de production, on va changer notre façon de faire. Tous les matins depuis 20 ans tu faisais comme ça, bah maintenant ça sera différent. Ça les gens ils n'aiment pas, hein. Ils aiment pas Ah non, la il y a commune. certaines personnes qui n'aiment pas. Ah ouais. C'est vrai que c'est assez impressionnant ça. Et ça c'est aussi intéressant à voir toi sur tes conseils d'expert comptable. Comment cette partie tu conseilles ton client sur cette approche-là au niveau du changement? Moi, ce que tu parlais très bien en fait du coaching. Moi, c'est si tu veux, quand j'ai décidé de reprendre dans 2015, et j'ai décidé de reprendre en 2020. En 2019 déjà, moi-même, j'ai suivi un coaching de posture de dirigeant. Ok. Donc j'ai suivi un coaching parce que un dirigeant, j'allais dire, on ne devient pas dirigeant comme ça. Surtout quand on est dans un métier où on nous apprend pas à être manager Et oui, ou à être dirigeant, entrepreneur. Il faut l'avoir en fait dans l'esprit, mais il faut aussi l'accentuer par vraiment un coaching avec des personnes qui sont du métier, qui peuvent apporter aussi des solutions. Et en fait, le coaching que j'ai suivi pendant 6 mois, donc de juillet 2019, je me rappelle très bien, à décembre 2019. Ça m'a préparé, alors, à toutes ces questions-là, à comment aborder déjà moi en fait comment je suis, comment la connaissance de soi, comment je fais. Ben en fait en off on parlait aussi que moi je sais que je suis une perfectionniste. Comment en fait je peux travailler sur mon perfectionnisme, parce que si je suis perfectionniste, la reprise elle doit être carrée, les collaborateurs ils soient comme ça, etc. Et que je tombe dans le risque d'être rigide dans mes méthodes. Donc là, j'ai travaillé dessus pour que je puisse être beaucoup moins perfectionniste et aller en fait de l'avant avec un changement de mentalité. Donc il y a une connaissance de soi déjà du repreneur sur comment il est, comment il fonctionne pour aborder le reste du monde, j'allais dire, l'entreprise, les clients et les collaborateurs. La conduite du changement, en fait, elle doit en fait commencer par soi, par le repreneur. Moi, en fait, dans mon accompagnement à des repreneurs, je sais ressentir en fait les besoins en fait de repreneurs. Et il y a des repreneurs qui sont, j'allais dire, qui savent très très bien leurs limites, ils savent très très bien comment ils sont et comment ils peuvent aborder. Donc en fait, moi, je les guide dans cette conduite de changement. Comme il y a des repreneurs où ils sont pas du tout comme moi en fait avant perfectionniste, etc. Là, je les conseille de suivre en fait un coaching spécifique pour qu'ils puissent aborder la reprise en amont. Ça, c'est la conduite du changement. Maintenant, la conduite du changement au sein de l'entreprise, ça va être beaucoup dans l'équipe. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, le cabinet, il était complètement papier, d'accord? Moi, je viens avec une idée de digitalisation. Alors, je l'ai pas fait tout de suite parce que sinon, je vais avoir les collaborateurs qui vont pas être bien. Je vais avoir les clients qui me disent il y a un changement machin. Donc moi, je l'ai fait vraiment progressivement. Ça nous a pris 2 ans. Alors 2 ans pour partir. Bah déjà en fait, ce que j'ai fait au niveau communication, c'est que j'ai gardé Figarex en tant que nom. Et j'ai rajouté juste conseiller expertise pour ajouter le petit changement, et j'ai changé complètement le nom au bout de 18 mois. C'est au 1er janvier 2022 en disant Infinity Conseil et Expertise. Donc à chaque fois je change un mot. Donc ça c'est pour la communication. Pour mes collaborateurs, j'ai expliqué et j'ai fait en fait intervenir des personnes en fait compétentes en formation sur le digital, en formation sur maintenant c'est plus papier, c'est digital, et le pourquoi et le comment. Et aussi, pareil que ce que j'avais dit dans la transmission familiale, quel est l'intérêt commun dans tout changement? C'est-à-dire, passer du papier au digital, c'est quoi votre intérêt, toi, monsieur, madame, collaborateur salarié? Quel est votre temps d'intérêt à toi, monsieur, madame, client? Et ça, en fait, ça se travaille, ça se fait pas d'un seul coup. Il faut pas être rigide aussi dans le changement. C'est un accompagnement, c'est une sensibilisation, c'est une responsabilisation. Et en fait, ça se fait en fait, j'allais dire comme ça en fait, pas dans la douleur, mais dans l'accompagnement. Et c'est là où on parle de conduite de changement. Mais ça se fait pour soi. Et moi, je dis souvent en fait dans ces coachings, c'est vrai que c'est coûteux.
ça c'est clair, des accompagnements c'est coûteux. Mais il vaut mieux, par exemple, dépenser 5 000 € dans un bon audit, dans un bon coaching, dans un bon accompagnement que de perdre 150 000 et son temps et son énergie à ne pas en finir, quoi. Ah, ça, je te rejoins, ouais, c'est clair. C'est clair, je te rejoins. Ok, donc on est quand même sur un épisode assez dense, comme vous pouvez le comprendre, parce que oui, la reprise d'entreprise, c'est pas juste en fait reprendre une boîte, comme on l'a compris. Il y a des clients, il y a un antécédent, et on l'a expliqué en fait dans l'intro. Il y a un historique, il y a tout ça. Toi aujourd'hui, Khadija, si tu aurais le mot de la fin, ça serait lequel? Alors, si je pourrais donner en fait le mot de la fin, alors ça va être la citation pour vous donner en fait les clés de succès de reprise. La citation que j'aime bien en fait faire, c'est: on ne reprend pas une entreprise, on l'honore, on l'écoute, puis on la transforme. Et si je peux en fait vous donner vraiment les clés de succès pour une bonne reprise, comme ça conclut en fait cet épisode, comme tu dis, il est dense. C'est vraiment la première des choses, c'est l'anticipation et la préparation. Et vous l'aurez compris, j'insiste énormément là-dessus. C'est pas un sprint, comme je dis, c'est vraiment un marathon et c'est une course d'endurance. Ça, c'est sûr et certain. Le premier trimestre, il est critique et il faut avoir en fait cette aisance d'esprit anticipatrice et préparatrice pour dire comment je peux pivoter, comment je peux agir. D'accord? Donc ça, c'est la première clé de succès. La deuxième, c'est la négociation du prix et le financement. Vous l'aurez compris, quand on analyse l'audit humain, alors les chiffres, les bilans, etc., on va pouvoir en fait se poser, valoriser l'entreprise de manière vraiment chiffrée, valoriser l'entreprise de manière qualitative avec le repreneur. On a parlé d'intuité personnelle, on a parlé de collaborateurs, et de se dire comment tous ces éléments, ces critères peuvent me permettre de négocier le prix, parce que négocier le prix, c'est aussi aller chercher les financements, aller chercher les aides, aller chercher le tout. Donc ça, c'est la clé de succès. La deuxième. La troisième, c'est de savoir s'entourer et structurer. On a dit tout à l'heure, c'est le coaching. Un bon accompagnement, même s'il est cher au départ, mais ça fait gagner énormément de temps et énormément d'expérience et de compétences, et aussi d'années en fait à ajuster, à réajuster. C'est vraiment de se créer en fait une sorte de comité stratégique entre 2-3 personnes de confiance pour pouvoir parler. Alors son coach, son avocat, son expert comptable, son banquier, etc. Mais vraiment les considérer comme le comité stratégique pour pouvoir en fait échanger avec ça. Et franchement, si j'ai une dernière clé de succès et que elle fait partie en fait de la citation, c'est de la transformation. Et pour transformer l'existant, il faut vraiment penser long terme. C'est innover, sans détruire l'existant, mais innover, recruter des talents, parce que c'est ça qui va permettre en fait à l'entreprise d'être améliorée, et vraiment en fait pour pouvoir gérer la rentabilité. Déjà, en fait, on part d'une vision à long terme, à court terme, moyen terme et long terme, de mettre en place des indicateurs. Je vais mettre ma casquette d'expert comptable, de mettre des indicateurs de pilotage dès les premiers mois, mais vraiment penser long terme, penser stratégie, penser vision globale. Donc voilà, c'est si le mot de la fin, c'est plutôt les clés de succès de la fin, c'est vraiment de partir de la vision, de la méthode, de l'énergie qu'on peut mettre dedans. Ça fera toute la différence d'une bonne reprise à une mauvaise reprise. Et pour avoir une reprise réussie, c'est vraiment le mélange d'une dose d'audace, de la lucidité, la patience. J'arrête pas de le dire, la patience, parce que c'est un métier de patience, et vraiment la stratégie. Pour finir. Excellent, non, c'est top, ouais. Et j'ai encore peut-être une dernière question à te poser, mais qui a à voir avec cet épisode, mais un peu plus par rapport à ton cabinet. Qu'est-ce qui t'a fait passer en fait on va dire cette étape de dire tiens, je vais m'intéresser en fait aux repreneurs ou aux créateurs. Qu'est-ce qui te fait vibrer en fait dans cette niche, dans ce type de client? Moi, ce qui me fait vibrer, c'est la transformation qu'on peut faire d'un existant à la vision en fait stratégique. Transformation d'une personne ou de l'entreprise? Les deux. C'est un tout entier. Moi, quand je parle de transformation, c'est la transformation Global. et des repreneurs, global humain,
et de l'équipe qui est en place et de l'entreprise en général. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme je te dis, j'aime bien le triptyque dirigeant, équipe, client, parce qu'en fait, ça permet en fait, c'est un tout entier et on peut pas transformer l'un sans transformer l'autre et vice versa. D'accord? Et la première transformation, c'est ce qui se met en fait dans le chef d'entreprise, parce que je l'ai vécu et je le vois en fait dans les repreneurs. La transformation, c'est aussi l'équipe et les clients, parce que et toute l'entreprise, elle est comme ça. Et c'est ça qui me fait vibrer. C'est de travailler sur la stratégie, c'est de travailler sur cette vision et de voir en fait de A à Z comment en fait de A à Z, c'est des fois en fait ça se transmet de génération en génération, mais de voir cette capacité de croissance, cette capacité que de partir d'un existant et en fait de le modeler à sa manière, à sa vision, parce que je reçois beaucoup en fait de personnes qui me disent oui mais il n'y a pas matière en fait à changer. Ah si, on change. C'est pas parce que on prend une entreprise telle quelle qu'on peut pas en fait la mettre à notre niveau, à notre vision et à comment on fait. Ce que je te dis, c'est moi j'ai repris un cabinet vraiment totalement, j'allais dire physique et papier pour le transformer en cabinet, j'allais dire digital. C'est possible et tous les métiers se transforment, tous les métiers se changent. Que tu pars d'une création à zéro ou d'une reprise, pour moi, c'est la même chose, sauf que là, en fait, tu pars avec un existant et il faut avoir la lucidité de voir le potentiel derrière et l'opportunité, en fait, de se transformer. Et tout changement se transforme par de nous pour plus tard, en fait, dans l'entreprise et dans l'équipe, etc., quoi. Et c'est ça qui me fait vibrer, c'est cette conduite de changement, cette transformation. Donc, si on résumerait cet épisode en 5 points, je dirais que premièrement, passer de salarié à dirigeant exige un vrai changement de posture et de mindset. Deuxième point, mener un audit humain permet d'identifier les bons relais internes et d'éviter les erreurs de casting. Troisième point, la réussite d'une reprise passe par une conduite du changement progressif et incarné. Quatrième point, l'aura du cédant peut fragiliser la reprise si la transition n'est pas préparée. Et dernier point, transformer l'existant, c'est respecter l'histoire tout en insufflant sa vision. Merci beaucoup, Khadija, pour tous tes conseils et puis affaire à suivre pour le reste. Et j'ai bien noté cédant. Je pense qu'il y a un truc à faire sur l'épisode de cédant. Et même, tu vois, je suis même allé plus loin dans nos échanges. Il y a un truc à faire sur la valorisation d'entreprise. C'était un truc aussi qui serait intéressant, complément avec cet épisode. Eh ben, avec grand plaisir. Ouais, top. Avec grand plaisir pour le faire. Ouais. À bientôt. Merci. Bye. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Marie Faliès, expert comptable. Elle nous donnera ses conseils et astuces sur l'importance d'avoir une stratégie d'entreprise. Cet épisode vous intéresse ? Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.